Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cet écrit, l'émission qui parle des livres sur la RTB. Ce soir, je reçois un jeune intellectuel laïque, juriste de formation. Il est également titulaire de Master 2 en communication et médias. En 2018, il a publié aux éditions L'Harmattan Burkina un formidable essai politique, Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso, un essai politique qui dépeint le processus démocratique au Burkina depuis environ 60 ans. Yannick Nari, pour ne pas le nommer, est sur notre plateau. Bonsoir et merci de venir répondre à notre invitation. Bonsoir à vous également, M. Kindo. Votre livre est sorti en 2018, environ 2 ans, et dans votre ouvrage, vous faites une lecture, pour ne pas dire, vous revenez sur un certain nombre d'époques concernant l'histoire politique du Burkina. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous vous posez la question de savoir c'est quoi cette pratique de la démocratie et de l'alternance. Exactement. Et en tout début du livre, donc, j'ai essayé de théoriser un peu le concept de démocratie et d'alternance. Parce que pour singulariser avec l'exemple burkinabé de l'insurrection de 2014, j'ai trouvé opportun de théoriser donc sur le concept de démocratie et d'alternance. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que l'alternance? Est-ce que la démocratie se résume à l'alternance? Est-ce que l'alternance se résume à la démocratie? Voilà donc ce que j'ai essayé d'analyser. Justement, d'autant plus qu'au Burkina Faso et même un peu partout en Afrique, cette question de la démocratie, même si elle commence à avoir des années d'expérience, n'est pas souvent bien comprise par la grande masse qui est parfois analphabète. Puisque pour les gens, la démocratie à l'occidental, qui est souvent appliquée dans nos contrées, a souvent ses limites. Oui, tout à fait. Parce que trop souvent, les gens ne comprennent pas en fait, le concept de démocratie. En Afrique traditionnelle, il y avait bel et bien la démocratie, c'est-à-dire un régime politique où le roi est rien, mais c'est la coutume qui gouvernait. C'est-à-dire qu'il y avait un corpus de règles, de traditions que le roi se devait de respecter. Sinon, le conseil des sages, des vieux, allait le rappeler à l'ordre. Et ça, c'était une forme de démocratie déjà qui existait préalablement donc à la survenue de la démocratie dite moderne. Vous posez les bases de la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui par nos États, par nos pays. Exactement. Le livre, c'est bien vrai qu'il se focalise sur l'espèce burkinabé, mais au-delà du Burkina Faso, c'est l'Afrique tout entière que j'ai essayé d'analyser. Donc, le livre ne se veut pas donc un vitriol contre une autorité particulière ou un régime particulier. Non, c'est une pensée politique, sociologique que j'ai essayé de conceptualiser dans ce livre. Donc, pour en quelque sorte laisser des traces de l'insurrection de 2014. Parce que quand on analyse le soulèvement populaire de 1966, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits là-dessus. Si bien que la jeune génération, la jeunesse actuelle ne s'en réfère pas trop. Donc, je me suis dit, en tant que juriste de formation et communicateur aussi de formation, c'est ma petite pierre que j'ai apportée donc à l'édification démocratique du Burkina Faso. Et pour revenir à cette démocratie, vous commencez déjà même le livre par la fin de la guerre froide dans les années 90 et avec le sommet de Bôle où il y a eu un appel aux pays africains de renouer avec la démocratie. Mais vous précisez que le Burkina Faso, ancien Haute-Volta, a connu ça depuis ses indépendances. Oui, c'est vrai. Si on remarque un peu, même au début des indépendances, il y avait la démocratie. Mais comme on le dit, la démocratie reste un processus qui se consolide au fil du temps. Donc, avant le sommet de Bôle du président Mitterrand, le Burkina Faso avait déjà l'intention d'évoluer donc vers ce régime démocratique-là. Et vous revenez même sur, dans l'histoire du Burkina, l'histoire politique du Burkina, sur un certain nombre d'acteurs qui ont animé cette vie démocratique du Burkina Faso dans le temps. Et pour ne pas dire que quelque part, on doit être amnésique de notre histoire.
Oui, tout à fait. Parce que quand on parle de l'histoire politique du Burkina Faso, il y a nécessairement des hommes politiques qui ont mouillé le maillot, comme si on peut s'exprimer ainsi, qui ont trempé dans la pâte politique et qui ont animé la scène politique pendant longtemps. Donc, nécessairement, ces noms reviennent souvent dans une quelconque analyse politique du Burkina Faso. Oui, vous parlez de Joseph Kizerbo, par exemple, qui a traversé pratiquement toute l'histoire du Burkina des indépendances à une certaine histoire récente. Oui. Et vous parlez aussi de Maurice Yameogo, qui a été le tout premier président de la République de Haute-Volta, donc du Burkina Faso. Et vous parlez de bien d'autres personnes de ressources, politiciens, qui ont pu être des animateurs de cette démocratie, de ce processus qui est aujourd'hui toujours en application dans le pays. Tout à fait. Si on remarque l'exemple de la démocratie ou de la politique moderne du Burkina Faso, s'est ouvert au Burkina avec la figure emblématique de l'ancien président Maurice Yameogo, qui a gouverné donc la Première République de 1960 donc, à 1966. Donc c'est une figure très emblématique de l'histoire politique du Burkina Faso. Mais maintenant, le contenu ou la gestion de la chose politique, c'est chacun selon son idée. Oui, et vous continuez également avec d'autres chefs d'État qui ont marqué l'histoire du Burkina, comme le général Lamizana. Et puis, il y a le colonel Seïs Herbo, Jean-Baptiste Drago, oui, pour ne citer que ceux-là, mais il y a bien d'autres également que vous avez évoqués dans votre livre. Pour vous, cette évocation renvoie à quoi? Parce que pour analyser le processus de l'alternance démocratique du Burkina Faso de 2014, il fallait remonter un peu plus loin le temps politique. Et ce temps politique, c'est la succession des différents régimes politiques. Voilà, c'était une alternance qu'on avait au sommet de l'État, mais c'était des alternances qu'on pouvait qualifier d'antidémocratiques. Parce que le plus souvent, ça se passait sous le bruit de la baïonnette, et c'est des jeunes capitaines, des jeunes colonels qui ont dirigé le Burkina Faso jusqu'à une certaine époque, avant qu'on ait cette alternance avec le premier président civil qui est arrivé au pouvoir en 2015. Oui. À présent, on va aborder la première partie véritablement même de votre ouvrage où il est question d'analyser le processus démocratique à l'aune de l'insurrection de 2014 par les régimes qui se sont succédés. Pour vous, quel peut être le point de départ? Pour analyser l'insurrection burkinabé de 2014, c'est vrai, il y a ce qu'on peut appeler des facteurs immédiats qui ont provoqué cette insurrection. Mais aussi, il y a des facteurs médias qui remontent un peu plus loin le cours de l'histoire politique du Burkina Faso. Et cette insurrection, c'est vrai que les insurgés ne se sont pas référés systématiquement à celle de 1966, mais il va s'indiquer dans l'inconscient populaire. Et cette étape a joué aussi en faveur de cette insurrection de 2014. Et ensuite, la longue gouvernance du président Compaoré a permis de s'aimer des épiphénomènes de cette insurrection également. Quand on prend, par exemple, comment on appelle ça, la rébellion suite à la mort du président Thomas Sankara, si on prend, par exemple, la mutinerie de 2011, les grèves consécutives à la mort de Norbert Zongo, tout ça, ce sont des épiphénomènes qui ont sémé le lit, qui ont préparé le terrain à l'insurrection de 2014. Mais c'est sûr qu'il y a eu des phénomènes immédiats qu'on pourrait notamment singulariser avec la révision de l'article 37 qui a constitué la goutte d'eau qui a débordé le vase en quelque sorte. Et pour vous, Yannick Nari, est-ce que le soulèvement, est-ce que l'opposition ou peut-être le fait de ne pas être d'accord est chevillé au corps social burkinabé? Oui, si on lit certains historiens, et on remarque que le Burkinabé, c'est un homme qui est intègre, qui a la hargne du travail bien fait. D'ailleurs, même la géographie burkinabé nous a défavorisés, mais dans la culture burkinabé, ça se transpose dans l'ardeur au travail. Et quand on lit, par exemple, les diaires des colonialistes, on remarque que les colonialistes ont eu maille à partir avec le peuple burkinabé, certains peuples à l'intérieur du Burkina Faso. Donc, c'est un peuple qui vraiment a la fierté chevillée à la culture. Oui, et dans votre ouvrage, vous parlez d'un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, oui, lorsque vous évoquez à la page 88 l'arme silencieuse
de Blaise Compaoré pour toujours évoquer les événements, pour ne pas dire les éléments constitutifs de ce soulèvement, de cette insurrection que nous avons connue en octobre 2014. Parlez-nous de Oui, justement, ce point du livre L'arme silencieuse de Blaise Compaoré, c'est en fait un jeu de mots littéraire, voilà, disons-le ainsi. C'est pour dire que dans chaque gouvernance, il y a un qualificatif qu'on peut attribuer à tel ou tel dirigeant. Et les régimes politiques qui se sont succédés n'ont pas eu les mêmes caractéristiques. Par exemple, si on prend le régime révolutionnaire qui était caractérisé par des envolées révolutionnaires, lyriques et autres. Et Thomas Sankara, tout le monde sait, c'est un grand turbin, à l'opposé de l'ancien président Blaise Compaoré qui plutôt était beaucoup plus silencieux. Et ce qui même l'a desservi à quelques moments parce que le peuple le sentait effacé des réalités du pays. Et vous, ce qui vous a paru un peu paradoxal dans l'attitude du président Compaoré en son temps, c'est qu'il était médiateur sur plusieurs crises, mais pour ce qui concernait son propre pays, il n'entendait pas raison sur un certain nombre d'évidences qui se posaient par rapport à l'histoire du Burkinabé, par rapport à l'histoire du Burkina Faso. Oui, mais si on parcourt un peu la littérature sociopolitique burkinabé, on remarque que, par exemple, sous la plume de M. Baba Ama, on voit que la plupart des crises dans lesquelles le président Compaoré a intervenu, c'était notamment des crises liées à la malgouvernance, à des élections truquées et autres. Donc, c'était des crises sociopolitiques liées à la gouvernance. Et après, ça a rattrapé aussi en quelque sorte le président Compaoré sur ce point, c'est-à-dire l'entêtement à modifier l'article 37 de la Constitution, à préparer donc son départ du pouvoir. Et on a vu un certain nombre d'alliances qui se sont nouées en son temps. Tout à fait. Je vais évoquer par là l'idée du professeur Joseph Kizerbo qui disait qu'à la suite de la mort de Norbert Zongo, la société civile et l'opposition politique s'étaient rencontrés pour voir dans quelle mesure ils pouvaient se liguer pour mener une lutte commune. Et à ce moment, il y a certaines voix qui rétorquaient en disant qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et la société civile, c'est la lutte pour des intérêts sociaux et autres. Et la société politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais quand il y a eu la mort de Norbert Zongo, c'est comme un déclic qui a permis en quelque sorte cette union sacrée entre la société politique et la société civile. Et évidemment, avec le débat sur l'article 37 de la Constitution, on a eu le même phénomène qui s'est produit, c'est-à-dire une sorte d'union sacrée entre l'opposition politique et la société civile. Vous avez insisté dans une seconde partie de votre ouvrage sur l'onction de l'Église catholique à l'alternance démocratique, si on peut le dire ainsi. Oui. Vous mettez en exergue l'action des religieux dans ce processus d'alternance, oui, comme pour dire que quelque part, les religieux aiment le dire, la Bible est holistique et la parole de Dieu doit être d'une globalité. Tout à fait. Et comme vous l'avez si bien mentionné, la deuxième partie du livre s'intitule donc « L'onction de l'Église catholique à l'alternance démocratique ». C'est vrai, j'ai été interpellé parfois par des clercs qui m'ont rétorqué en disant que le titre est trop fort, parce que quand on parle de l'onction, pour l'alternance démocratique, c'est quitter un peu le sens du sacré dans la religion. Mais moi, c'est surtout un jeu de mots littéraire pour parler justement de l'accompagnement, de la contribution de l'Église catholique dans le débat sociopolitique à l'époque. Donc ici, c'est beaucoup plus l'intervention de l'Église catholique dans le débat, oui, d'idées, dans le débat intellectuel qui était en cours, oui, mais aussi un débat social, puisque l'Église, oui, a pour vocation de s'intéresser oui, au social tout court. Tout à fait, parce que j'ai choisi de me focaliser sur l'Église catholique pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire que ce livre était un projet que j'avais été choisi par un think tank américain qui s'appelle The Mitchell Group, pour écrire sur les processus de démocratie et d'alternance en Afrique, notamment au Burkina Faso.
Et donc, j'ai soumissionné donc, avec un extrait de 20 pages et j'ai été sélectionné pour le compte du Burkina Faso. Donc, il fallait donc approfondir cette analyse sur les groupes sociaux, les groupes religieux. Bon, ayant fait un peu de la théologie catholique, je me sentais plus outillé pour analyser le cas de l'Église catholique. Et aussi, l'Église catholique a démontré une position très singulière à la matière, ce qui permettait d'avoir de la matière pour analyser. Et on aura compris dans votre ouvrage, Yannick Naré, que à chaque étape importante de l'histoire du Burkina Faso, l'Église a toujours prévenu sur les crises sociétales ou les crises politiques que certains comportements peuvent amener, notamment pour la question de l'insurrection. On a vu ici l'opposition des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger qui se sont clairement prononcés sur la question. Et à un moment donné, vous l'avez expliqué dans le livre, c'était incompréhensible, mais les raisons pour vous sont que, quelque part, l'Église est dans la société et ce qui concerne la société doit concerner l'Église. Oui, tout à fait. En ce sens, la position de l'Église catholique du Burkina Faso face à la modification de l'article 37 de la Constitution n'est pas inédite parce que c'est la position de l'Église universelle à la matière, c'est-à-dire l'Église universelle cultive une sorte d'appétit pour la chose politique parce qu'elle se dit, la politique étant la gestion de la cité, elle a un droit de regard sur la marche de la cité. Donc, ce qui engendre souvent, ce qui provoque souvent ces prises de position qui souvent sont très graves et qui contribuent tout de même à l'enracinement démocratique. Et pour ce cas précis, oui, l'Église souvent n'est pas assez directe. Mais pour le cas de l'insurrection de 2014 au Burkina, oui, après plusieurs sorties, l'Église a fini par avoir une position claire, une position constante et une position mûrement structurée. C'est ce que vous relevez dans votre ouvrage. Oui, tout à fait, M. Kindo. Il faut dire que l'Église catholique, en la matière, a une position très tôt. Le débat a commencé, le débat sur la modification a commencé en 2009. Et dès février 2010, l'Église a fait sortir donc son premier message disant clairement sa position de non-modification de cet article-là. Et cette position n'a pas du tout changé sur toute la ligne. Et cette position a continué à être défendue par les évêques, par le collège épiscopal, jusqu'à l'insurrection. Mais il faut dire qu'en cela, c'est une position singulière de l'Église. Parce qu'on se rappelle, pendant la révolution démocratique et populaire, l'Église a opté pour un silence total, malgré les flétrissures de la dignité humaine pendant la révolution, le bafouement des droits de l'homme. L'Église n'a pas pipé mot. C'est au sortir de cette révolution en 1991 qu'elle s'est fendue d'un papier pour fustiger. C'est pour cela que certains disent que l'Église catholique, en son temps, c'est une voix à contre-temps. Mais quand on remarque aussi, elle a eu cette position qui est vraiment singulière. Parce que dans un passé très récent, il y avait une sorte d'accointance critiquée de l'Église catholique avec le régime passé. Et dès qu'il s'est agi maintenant... Oui, vous l'avez relevé même dans le livre, oui, sur la question, par exemple, du Sénat, oui, où on n'a pas compris parfois le silence de l'Église, malgré une certaine opposition de la classe politique et trucs. Il y a eu comme une sorte de réserve de l'Église catholique par rapport à la mise en place de ce Sénat. Et pour vous, cela se comprend aisément. Oui, en fait, l'Église catholique a participé au CCRP, au Conseil consultatif des réformes politiques, avec 3 laïcs. Et donc, elle avait ces points de proposition. Donc, c'est à cette idée que l'Église a opté pour un consensus par rapport au Sénat. Voilà, c'était un revirement, mais elle a sa sagesse qu'elle seule comprend souvent. Oui, et ce qui peut-être peut intriguer également l'observateur indépendant de la scène politique au Burkina, c'est que on est dans un pays laïque, c'est-à-dire un pays où le religieux est distinct du séculier, où le politique ne se mélange pas aux religieux, mais on le voit, une certaine prééminence de l'Église qui ne dit pas souvent son nom.
Bon, en fait, ça dépend. Quand on dit la politique, ça dépend de comment on conçoit cette politique. La politique, ça peut ne pas être forcément de l'activisme politique, c'est-à-dire se faire voter, etc., etc. Mais en tant que citoyen, les évêques ou bien l'Église catholique peut aussi apporter sa voix. Et ça a été une constante dans l'histoire de l'Église. Même quand on prend dans l'histoire de la Bible, déjà les prophètes à l'époque fustigeaient la gouvernance des rois. Par exemple, le prophète Amos, il critiquait l'injustice sociale. Donc c'est une constante. Et quand on prend les encycliques papales, quand on prend les écrits des docteurs et pères de l'Église, ça a été une constante en quelque sorte, c'est-à-dire ce chevauchement de l'Église catholique et de la politique. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire avancer les choses, c'est pour le respect de la dignité humaine. Mais ce n'est pas un engagement politique pour la conquête du pouvoir en quelque sorte. Parce qu'on l'a remarqué, quand après l'insurrection, il s'est agi de choisir la personne qui allait présider ou destiner au Burkina Faso pour la transition, l'Église catholique a décliné l'offre, ce qui montre clairement son intention de contribuer plus pour l'avancée de la société, pour le respect de la dignité humaine, qu'une volonté ou un appétit de la conquête du pouvoir d'État. Et sur ce point précis, Yannick Naré, vous terminez par un peu ce rôle joué par l'Église dans l'après-insurrection. Oui, tout à fait. C'est dire que l'Église catholique, que ce soit l'Église du Burkina ou l'Église universelle, suit très attentivement la marche politique du monde. Et vous vous rappelez que le pape Jean-Paul II a été un acteur très déterminant dans la chute du communisme. Donc, l'Église ne marque pas en quelque sorte un accord pour un régime politique donné, que ce soit la théocratie, la monarchie, pardon. L'Église n'opte pas pour un régime politique donné. Mais ce qu'elle recherche dans tout régime politique, c'est le respect de la dignité humaine. Est-ce que vous avez conscience peut-être de cet aspect pédagogique que l'ouvrage peut avoir aujourd'hui pour nos contemporains, nous autres contemporains, mais également pour la jeune génération? Oui, justement, c'est l'un des objectifs qui m'ont guidé donc... l'un des objectifs qui m'a guidé donc à écrire ce livre, c'est-à-dire mettre sur écrit l'histoire politique, sociopolitique du Burkina Faso pour la postérité. Voilà, donc si ça contribue ainsi, c'est ma modeste contribution. Mais je me rappelle bien qu'à la sortie de ce livre, j'ai approché l'ONG NDI, le National Democratic Institute, et ils ont apprécié beaucoup l'ouvrage, en ce sens qu'il s'agit d'une réflexion endogène, c'est-à-dire une réflexion menée par des Burkinabés sur l'histoire sociopolitique du Burkina Faso. En ce sens, c'est ma modeste contribution. Mais le Burkina Faso, c'est un fleuve qui continue toujours de couler, et certainement que vous avez des projets. On a le terrorisme qui met à mal l'unité du pays, on a des problèmes de crise, des crises sanitaires, etc. Pour vous, quel peut être le prochain défi? Bon, le prochain défi pour moi en tant qu'écrivain, c'est justement un défi littéraire, c'est-à-dire commencer à réfléchir déjà sur une thématique donnée que je pourrais publier comme je l'ai fait sur l'insurrection de 2014. Mais pour l'instant, le terrorisme, c'est vrai, mais il faut glisser aussi sur des réflexions sur lesquelles on est muni d'un certain bagage intellectuel. Et voilà. Donc, je n'ai pas forcément la matière intellectuelle qu'il faut pour le terrorisme. Mais Jean-Paul Sartre disait que l'intellectuel, c'est celui qui s'occupe de ce qui ne l'intéresse pas, en fait, ne le regarde pas. Oui, justement, je peux analyser, par exemple, le terrorisme sous plusieurs angles. Voilà, ça peut être l'angle de la communication, l'angle de la culture. Mais le prochain ouvrage, c'est un ouvrage collectif, j'allais dire, qui va paraître dans quelques mois. C'est une, comment on appelle ça? C'est une contribution d'un article que j'ai écrit sur, comment on appelle ça, les politiques étrangères du Burkina Faso en francophonie, de 1960 jusqu'à nos jours. Oui. Voilà, donc c'est sous presse actuellement en France et ça va sortir bientôt. Merci à vous, Yannick Naré, d'être venu partager votre contribution à la construction démocratique au Burkina et de l'Afrique à travers votre ouvrage « Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso », paru en 2018 aux éditions L'Harmattan à Burkina, où on peut trouver le livre à Ouaga, ou peut-être qu'il est en rupture. Bon, le livre, je sais qu'on peut le trouver avec l'éditeur sur place ici.
les éditions Harmattan Burkina, situées à Ouaga 2000, et dans quelques librairies aussi de la place, notamment la librairie Jeunesse d'Afrique. Merci d'être venu partager le contenu de votre ouvrage avec nous et à une prochaine fois certainement pour parler littérature, mais également pour parler politique et de vos idées. Merci bien, M. Kindo. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.